Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter la numérisation et l'amélioration de cette rame Tokaido Lima des années 70. Et on va surtout s'attarder sur la mise en place d'une ligne de train avec des attelages magnétiques conducteurs qui vont permettre de relier électriquement tous les éléments de la rame pour commander tous les éclairages depuis le décodeur de la motrice. J'avais présenté ces attelages dans une précédente vidéo avec quelques exemples d'utilisation et je les avais aussi utilisés dans la vidéo sur l'EAD Jouef des années 80 avec un timon d'attelage à 6 aimants qui avait été réalisé spécialement pour cette EAD. Et je vous invite à voir ou à revoir ces deux vidéos en préambule. Ces attelages sont réalisés en impression 3D résine et ils sont disponibles en téléchargement gratuit sur ma page Culte 3D ainsi que sur Thingiverse. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Le Tokaido Shinkansen est une ligne à grande vitesse japonaise reliant Tokyo à Osaka. Elle fut inaugurée en 1964 et il s'agit de la plus ancienne ligne à grande vitesse dans le monde. Avec une vitesse commerciale au départ de 210 km/h, elle a été aussi à l'origine de l'apparition de la signalisation en cabine. La rame Lima reproduit donc la toute première génération, dite de série 0. Les rames d'origine comportaient 12 voitures, toutes motrices, et ont été recomposées par la suite en rames de 6 et même 4 voitures, comme la rame Lima. Chez Lima, le modèle apparaît au catalogue 1975 et sa fabrication durera jusqu'en 1981. Il s'agit au départ d'un modèle très basique, sans aménagement intérieur et avec des roues en plastique. Une version avec des roues en métal sortira un peu plus tard en Golden Series. Le Tokaido est évidemment aussi au catalogue des marques japonaises, avec des versions en N chez Kato par exemple. Ce modèle que j'ai acheté sur le Bon Coin en 2021 dans un lot bradé a eu plusieurs vies. D'abord en analogique, et vous pourrez voir d'ailleurs une vidéo de cette époque sur la chaîne, et son texte de présentation qui explique les travaux faits dessus à ce moment. Et c'est ainsi qu'au début j'avais éclairé le gros nez des motrices, car le modèle Lima avait une ampoule à l'avant. Mais je me suis aperçu que dans la réalité, ce nez est un cache et il n'est donc pas éclairé. Donc il n'y a que les deux feux latéraux qui sont allumés. De même, les premiers aménagements intérieurs provenaient de fichiers STL trouvés sur Thingiverse et qui concernaient plutôt des voitures américaines. Ils étaient trop gros et surtout avec des sièges trop hauts qui mettaient les jambes des passagers pratiquement au niveau des fenêtres. Donc c'était pas terrible du tout, mais je ne maîtrisais pas suffisamment les outils de design 3D comme Fusion 360 pour espérer faire autre chose. La rame a été passée ensuite en numérique tout au début de mon réseau DCC, mais sans modification. Et j'avais juste mis 2 décodeurs pour avoir les feux réversibles dans la motrice de queue. Et donc là, je me suis décidé à tout reprendre à zéro, avec des aménagements intérieurs redessinés, une ligne de train complète, des attelages magnétiques avec des supports à élongation pour bien rapprocher les caisses, un câblage plus propre et plus ergonomique avec des connecteurs pour pouvoir séparer les caisses des châssis et éviter les fils qui se promènent partout, des feux avant et arrière plus conformes à la réalité, une amélioration de la prise de courant et surtout un seul décodeur pour toute la rame. La ligne de train relie électriquement tous les éléments de la rame pour passer les fonctions d'éclairage du décodeur à toutes les voitures, mais aussi les feux rouges et blancs à la motrice de queue sans avoir besoin d'un deuxième décodeur ou d'un décodeur de fonction. On va utiliser des attelages magnétiques plus pratiques que les connecteurs enfichables car ils permettent le dételage simple des éléments. Alors on trouve dans le commerce des attelages mécaniques conducteurs à 2 contacts comme les Wiesmann 5048 ou à 4 contacts avec les Wiesmann 5071, mais aussi des attelages magnétiques chez Wiesmann et chez REE, mais s'ils fonctionnent bien, leur prix reste dissuasif. Et de toute façon, je préfère fabriquer plutôt que d'acheter du tout fait. Entre la motrice et la première voiture, on va donc avoir un attelage à 6 contacts, car en plus de l'éclairage, je veux pouvoir récupérer le captage du DCC par le premier bogie de la première voiture. Pour le câblage, il vaut mieux utiliser les couleurs normalisées de la norme NEM 652, à savoir le noir pour le DCC provenant du rail gauche dans le sens de marche, et le rouge pour le DCC provenant du rail droit, et pour les éclairages, le bleu pour le plus commun, le blanc pour les feux en marche avant,
le jaune pour les feux en marche arrière et le vert pour la sortie accessoire C qui est commandée par F1. À toutes les étapes, il est important de respecter cette norme car ça facilite les branchements sans risque d'erreur, mais aussi en cas de réintervention ultérieure. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été déjà dit dans la vidéo de présentation de ces attelages magnétiques, que je vous invite à voir ou à revoir, mais juste rappeler qu'ils existent sous deux formes, selon qu'on les met à l'avant ou à l'arrière, avec une polarité différente des aimants, pour que les deux attelages qui se font face s'attirent. Donc on aura un scie contact de type 1 à l'arrière de la motrice, et un scie contact de type 2 à l'avant de la première voiture. À l'arrière de la première voiture, on va mettre un 4 contacts de type 1, car on n'a plus besoin du DCC de la voie. À l'avant de la deuxième voiture, on retrouve un 4 contacts de type 2, et ainsi de suite jusqu'à la motrice de queue. A noter qu'on peut rallonger facilement la rame en intercalant d'autres voitures qui sont équipées de la même manière. Grâce à cette ligne de train, on va donc récupérer la sortie verte commandée par F1 pour l'éclairage intérieur des voitures et les sorties blanches et jaunes des feux en marche avant et arrière pour la motrice de queue. On va voir maintenant en détail les travaux en commençant par la motrice. La première chose à faire est de monter une prise de courant des deux rails sur le bogie avant. Car sur les limas, on a un captage sur le rail gauche par le bogie avant et sur le rail droit par le bogie arrière. Si ce système allonge de manière positive l'empattement électrique, il n'améliore en rien la prise de courant qui ne se fait au final que sur 4 roues. La façon de procéder a été montrée en détail vers la fin de la vidéo sur la pose des lamelles de contact à partir de 12 minutes 46 et je vous invite à vous y reporter. Les deux fils venant de ce bogie se terminent par un connecteur tulipe qui viendra se brancher sur la platine traction qu'on va installer à côté du décodeur et qui est muni de connecteurs des deux côtés. On va aussi remplacer le fil de captage sur le bogie arrière qui est noir d'origine pour en mettre un rouge conforme à la normalisation des couleurs. Et on soude un fil orange sur le plus du moteur et un gris sur le moins. Le plus étant le pôle qui était relié au rail droit en analogique et le moins le pôle qui était relié au rail gauche. Si aux essais la loco recule en marche avant, c'est que vous avez inversé les deux fils. On va donc avoir 3 connecteurs qui arrivent sur la platine traction. Un connecteur à 3 broches avec les fils gris et orange du moteur, plus le fil rouge du captage du rail droit sur le bogie moteur. Un connecteur à 2 broches qui sera relié au pôle rouge et noir de l'attelage magnétique et qui vont ramener le DCC capté par le bogie de la première voiture. Et de l'autre côté, un autre connecteur à 2 broches qui ramène le DCC venant du bogie avant. Les fils correspondants du décodeur sont soudés sur cette platine. Normalement, j'aurais dû monter le décodeur sur un support less DCC, comme je le fais d'habitude. Mais ce décodeur ayant déjà été monté une première fois sans sa prise, il faut faire avec, ou plutôt sans, et on est obligé de souder les fils, ce que je n'aime pas trop. À ce stade, on peut faire déjà un premier essai de roulage pour voir si tout va bien. Pour le montage de l'attelage magnétique, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit et je vous renvoie à la vidéo précédente. En gros, il faut déterminer le sens de l'aimant. Ici, à l'arrière de la motrice, c'est un attelage de type 1, donc avec les pôles nord à l'extérieur. Alors ça aussi, c'est une convention que vous êtes libre de changer. Par contre, après, il faudra la respecter pour tout ce que vous équiperez sur votre réseau. On vient mettre une goutte de soudure pour souder le fil sur l'aimant. Dans la dernière version des attelages, le logement a un fond hémisphérique pour épouser du mieux possible la surépaisseur liée à la soudure. Il faut faire attention à ne pas trop chauffer l'aimant trop longtemps, car ce sont des N qui ne supportent pas plus de 80 degrés. Et sur des aimants soudés et dessoudés plusieurs fois, j'ai eu des pertes d'aimantation sensibles. Pour les fils, j'ai utilisé des 30 AWG siliconés, car ils doivent être très souples. On pourrait aussi mettre des fils plus fins pour le fil blanc et le fil jaune, qui ne véhiculeront qu'un courant de 1 ou 2 mA, mais pour les courants de traction et les bandeaux de LED, il ne faut pas descendre en dessous du 30 AWG. L'aimant doit ensuite être enfoncé dans son logement. S'il force, c'est qu'il y a un débordement de soudure sur la paroi latérale,
ou que le logement est un peu sous-dimensionné, car à l'impression, il y a toujours une variation dimensionnelle plus ou moins importante et qui est liée aussi à la disposition des pièces sur le plateau d'impression. On a plus de déformation avec le placement traditionnel à 45 degrés qu'avec un placement à la verticale. S'il force trop, on pourra passer un forêt de 2 mm avec un mandrin à main, en faisant bien attention à ne pas dévier l'axe du logement, sinon les aimants ne seront plus sur le même plan. Un petit mot sur l'impression, qui ne peut être réalisée correctement qu'en résine et avec une résine ABS-like, car les capacités mécaniques de la résine standard sont insuffisantes et vous aurez de la casse au niveau de la quenème, qui est la partie la plus fragile. La casse survient pendant le montage des aimants, mais aussi, et malheureusement, en utilisation. Et les premiers que j'avais imprimés en résine standard se sont révélés tout bonnement inutilisables. Donc ne perdez pas votre temps avec une résine standard. La résine que j'ai utilisée en dernier est de l'Elegoo ABS-like 3.0 Pro. Et je n'ai plus de problème de casse avec cette résine. Pour la préparation de l'impression, je vous conseille de les mettre à la verticale, avec 2 petits supports sous la queue NEM et un autre de chaque côté, et c'est tout. Car la résine ABS-like est plus difficile à dégrapper que la résine standard. Je les ai placés à 7 mm au-dessus du plateau pour avoir suffisamment de hauteur de support, sinon c'est aussi plus difficile à dégrapper. Pour les temps de photopolymérisation, sur une Elegoo Saturn 4 Pro, j'ai mis 6 couches d'accroche, 8 couches de transition, avec 50 secondes d'exposition pour les couches inférieures et 10 secondes pour les autres couches. Je vous conseille aussi de bien rapprocher les radeaux pour qu'ils forment un tout et de les faire en mode skate, c'est-à-dire avec un rebord surélevé, pour faciliter le décrochage des pièces, qui est aussi plus difficile qu'avec une résine standard. Pour poser les nouveaux attelages, il faudra aussi couper les attelages à boucles d'origine qui sont solidaires des bogies. Sur le bogie moteur, j'ai utilisé un boîtier NEM, lui aussi imprimé en résine, et que vous trouverez aussi en téléchargement gratuit sur ma page Culte 3D. C'est un boîtier NEM à colle de cygne pour pouvoir placer le boîtier au ras de la jupe arrière, tous les attelages devant être strictement placés à la même hauteur. Le boîtier NEM est fixé le plus en arrière possible avec une vis à plastique sur la partie restante du bogie, mais il ressort quand même un peu trop et il faudra reculer le boîtier correspondant sur la première voiture pour avoir un espacement correct entre les 2 caisses. Les fils rentrent dans la caisse le long du moteur et ils sont maintenus sur le moteur par un morceau de gaine thermorétractable collé à l'arrière du moteur. Il faut que les fils suivent le mouvement du moteur. Les fils rouges et noirs ont un connecteur à 2 broches et les 4 fils de l'éclairage ont un connecteur à 4 broches. Pour l'éclairage, j'ai mis une seule LED rouge-blanc fixée derrière le conduit de lumière qui relie les 2 feux. Le nez est occulté par un papier qui a une face noire et une face blanche et qui est collé devant. Il sert aussi de support à la LED. Les fils sont fixés au scotch et remontent par un trou. Un scotch noir vient fermer tout ça pour qu'il n'y ait pas de fuite de lumière par l'arrière. J'ai aussi mis une cloison en carton pour séparer la loge de conduite, car il y aura une LED collée au plafond et qui sera reliée à la sortie D commandée par F2. Et un conducteur est simplement collé par sa tête au plafond. Là, on voit les 3 fils argentés de la LED bicolore et les 2 fils noirs et rouges de la LED de l'éclairage cabine. Ici, on a le schéma de la platine éclairage avec le connecteur qui vient de l'attelage, la résistance de 100 ohms pour limiter la charge du condensateur et une diode qui empêche le courant du condensateur de repartir vers le décodeur et vers le fil bleu de l'attelage. Un condensateur de 220 microfarad stabilise l'éclairage. Les valeurs qui sont indiquées ici peuvent varier selon la luminosité des LED utilisées, sachant qu'on pourra toujours diminuer la luminosité dans les CV du décodeur ultérieurement. Les résistances SMD des différents éclairages sont soudées sur les pistes de la carte en ayant bien pris soin de faire une coupure en dessous et en la vérifiant au testeur de continuité. Pour souder les composants SMD, il vaut mieux utiliser la 3e main
et une pré-selle automatique qui va bloquer le composant. Et enfin, je vous conseille de vérifier qu'il n'y a pas de pont de soudure entre deux pistes avec le testeur. Si c'est le cas, il suffit de repasser le fer chaud entre les deux pistes pour aspirer l'excès de soudure. Tous les plus sont regroupés sur la piste qui est reliée au fil bleu et les moins sont soudés sur leurs pistes respectives derrière leur résistance. Les fils du décodeur repérés par un dé sont soudés sur les pistes de la platine. L'emploi de connecteurs permet de désassembler facilement la caisse du châssis et évite les fils qui se promènent partout. Un aménagement intérieur imprimé en 3D PLA est collé sur le châssis. Ces aménagements spécifiques sont aussi en téléchargement gratuit. A noter que j'ai été obligé de découper la partie centrale du châssis, qui était plus haute que les deux extrémités, pour que tout soit à la même hauteur, et que les sièges du milieu ne soient pas à la hauteur des fenêtres. À ce stade, on pourra refermer la motrice et faire un essai de roulage en vérifiant bien que les mouvements du buggy moteur ne sont pas entravés par les fils. Normalement, avec du fil siliconé et le faisceau bien attaché au moteur, ça passe sans problème. Sur les voitures, j'ai aussi coupé les attelages à boucles d'origine pour poser des supports à élongation Rocco de référence 40-344 qui vont permettre de bien rapprocher les caisses. Ils sont collés sur un support en PLA pour amener le boîtier NEM juste en dessous de la jupe de la voiture en tenant compte de l'épaisseur des fils. Les attelages doivent être exactement à la même hauteur, sinon le plus haut va lever le plus bas et les roues ne toucheront plus bien les rails avec des déraillements en courbe. Donc si vous avez un déraillement, vérifiez la hauteur des boîtiers NEM. On va installer un captage du DCC sur le premier buggy avec deux lamelles collées sur le dessus du buggy et qui frottent sur la bande de roulement. Ce système est décrit plus en détail dans la vidéo sur l'installation des lamelles de captage. C'est la solution qui offre le meilleur captage en toutes circonstances, mais qui amène aussi le plus de freinage. Mais là, ce n'est pas un problème car on ne va équiper que le premier buggy pour ne pas perturber le freinage ABC. Et je vous renvoie à la vidéo sur les lamelles pour des explications plus détaillées et pourquoi il ne faut utiliser qu'un seul buggy. Les fils noirs et rouges soudés aux lamelles vont directement à l'attelage sans rentrer dans la voiture. Il faut donc couper ces fils au plus court, tout en permettant quand même le débattement du buggy, mais aussi l'élongation de l'attelage. Les fils ne doivent pas toucher les roues ni l'axe d'essieu, et il n'y a pas beaucoup d'espace. Au niveau de l'éclairage intérieur, à cause des chandelles de fixation du toit, la bande de LED est coupée en 3 parties reliées par des fils. Elle est collée au plafond et les fils d'alimentation vert pour le moins et bleu pour le plus ressortent par un trou à l'avant et seront soudés sur la platine d'éclairage. La platine d'éclairage des voitures est plus simple et on a un connecteur de chaque côté relié aux attelages avant et arrière. On retrouve la résistance de charge du condensateur de 100 ohms ainsi que la diode anti-retour. Un condensateur de 220 microfarads suffit car la liaison avec les aimants est assez fiable. Et il n'y a qu'en courbe très serrée ou en cas de dénivellation genre d'Audane sur la voie qu'une perte de liaison peut se produire. Il y a donc un attelage à 6 contacts à l'avant et un à 4 contacts à l'arrière. Et les fils remontent par 2 trous de chaque côté du boîtier à élongation en séparant les fils qui sortent du haut de l'attelage de ceux qui sortent du bas. Un morceau de gaine thermorétractable non collé les maintient groupés. Il faut bien vérifier qu'ils n'entravent pas les mouvements de l'attelage. Les fils remontent sur le haut de la caisse par un trou ovale qui permet le passage du connecteur. À l'arrière, on a élargi un peu le trou pour pouvoir y loger le condensateur tout en pouvant refermer le toit. A noter que j'ai essayé avec des aimants N35 chinois qui sont pas chers mais j'ai abandonné justement à cause des pertes de liaison trop fréquentes en courbe. Il faut donc des N52 pour être tranquille. Un aménagement est aussi collé sur le châssis avec quelques voyageurs et la voiture peut être refermée. La troisième voiture est réalisée de la même manière mais sans prise de courant sur la voie. Et enfin la motrice de queue qui reçoit une LED rouge et blanc pour les feux de la même manière que sur la motrice de tête. La platine intègre les résistances de 4,3K pour la LED rouge-blanc,
À noter qu'on n'aurait pu mettre qu'une seule résistance sur le plus de la LED. Mais j'ai monté ça ainsi plutôt par habitude. Et on retrouve le condensateur et sa résistance de charge et sa diode anti-retour. En cas de problème de mauvais contact, on peut aussi ajouter un condensateur sur le feu rouge, car c'est celui qui reste allumé le plus souvent. Ce qui donne ce schéma. Les deux condensateurs peuvent utiliser la même résistance de charge, mais on mettra la diode anti-retour sur le moins cette fois-ci. Les platines sont collées aux doubles faces et tous les fils sont fixés au scotch. Ici, je n'ai pas pu couper la bande de LED car les chandelles sont trop rapprochées, si bien que je l'ai mise en biais pour qu'elle ne soit pas que d'un seul côté. Il a aussi fallu couper la partie centrale du châssis et la recoller plus bas pour que les sièges ne se retrouvent pas trop haut par rapport aux fenêtres. Les problèmes de mauvais contact entre les aimants peuvent avoir plusieurs origines. Un aimant démagnétisé qui ne colle plus bien. Si on a trop chauffé l'aimant en le soudant, la magnétisation diminue de manière significative. Un mauvais alignement des aimants, ils doivent tous bien être sur le même plan, et il arrive lors de la séparation d'un attelage qu'un aimant ressorte un peu de son logement. L'axe du logement de l'aimant peut avoir aussi été déplacé lors du réalisage avec le foret de 2 mm. La face externe de l'aimant n'étant plus verticale, elle ne touche l'autre aimant que par un bord. Les deux attelages ne sont pas à la même hauteur. Ils ne s'affronteront pas parfaitement, d'où une perte de contact sur les aimants du haut ou du bas selon le cas. Cela conduit aussi à un léger soulèvement du bogie qui est à l'attelage le plus bas, et ces roues ne touchent plus bien les rails, et on a un déraillement en courbe. Les deux attelages peuvent aussi être décalés latéralement, et on va avoir un pincement d'un côté et une ouverture de l'autre côté, si bien que les aimants de l'extérieur ne toucheront pas bien. Ça entraîne aussi un déraillement en courbe. Il peut aussi y avoir de la colle sur un ou plusieurs aimants. C'est pourquoi j'évite maintenant autant que possible de coller les aimants, sauf s'ils ont vraiment trop de jeu dans leur logement. Et il ne reste plus qu'à passer aux essais. Allumage des feux blancs, des éclairages intérieurs des voitures et de la loge de conduite. L'inversion des feux de la motrice de queue fonctionne aussi. Ici, on voit qu'elle rase les murs, et je la soupçonne d'être un peu plus grosse que du H0. Les caisses sont bien rapprochées avec les attelages à élongation, et elle est esthétiquement correcte, du moins pour mon niveau d'exigence, d'autant que c'est un modèle plutôt peu courant. Arrivé en gare et arrêt automatique avec l'ABC. Le ralenti est assez saccadé, mais on va faire avec le moteur d'origine pour le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera des idées et l'envie d'essayer ces attelages magnétiques. Je précise que je ne vends rien. Tous les modèles que je mets en partage sur Culte 3D et Thingiverse sont absolument gratuits. À vous de les imprimer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. À bientôt!